Alors à un moment, il y avait les Noirs contre les Blancs, il y avait pas mal aussi les Français contre les musulmans, tu vois, sous-entendu, les musulmans sont pas français. Il y a eu beaucoup les petits commerçants contre les gilets jaunes, ça il y avait à fond, tu vois. Et là, ils essayent de tenter un autre truc, c'est les vaccinés contre les non-vaccinés. Ils essayent encore une fois de monter les pauvres les uns contre les autres pour éviter que les pauvres s'unissent contre les riches. Donc dans cette vidéo, on va essayer de réfléchir à peu près bien dans cette thématique en préparation des manifestations à venir et on va affirmer quelque chose de simple et d'essentiel. Si on va dans la rue, c'est parce qu'il y a un problème politique très précis que notre gouvernement refuse de considérer. Le problème, c'est la perte de confiance, et pour rappel, la confiance, elle ne s'impose pas, ni en transformant les commerçants en flics, ni en dédouanant financièrement les labos lors des futurs procès, ni avec des menaces de licenciement grâce à des lois immondes votées la nuit, ni en donnant des exceptions à la police et aux députés, ni en gouvernant de manière autoritaire, ni en imposant des réformes sur la retraite et le chômage, ni en fermant des lits d'hôpitaux, ni en virant nos rares soignants qu'il nous reste encore, ni en s'entourant de ministres voyous, ni en décorant des tortionnaires, ni en envoyant notre ancienne ministre de la Santé perdre au municipal en plein Covid, ni en improvisant en permanence avec de la langue de bois qui ne fait plus effet depuis des années, ni en mentant encore et encore. La confiance, elle se mérite. Ça veut dire que la situation actuelle était en fait terriblement prévisible parce qu'elle est la conséquence politique d'un foutage de gueule permanent dont les responsables sont ceux aujourd'hui qui se prétendent être les garants de la République et du bon sens. Alors si le problème c'est celui de la confiance, clarifions les choses. Le débat, ce n'est pas vaccin contre anti-vaccin. Le débat, c'est de savoir si on va laisser un gouvernement autoritaire et corrompu imposer des vaccins qui sont produits par des entreprises sans doute les pires du monde et qui veulent faire du profit encore et encore au point d'augmenter les prix de leurs vaccins en pleine pandémie. Et quand on pose des choses comme ça, on a l'impression d'être un peu dans une impasse parce que si on refuse ça, on a en face de nous un gouvernement autoritaire qui veut imposer sa solution absolument, tu vois. Donc si on veut sortir de ce truc-là, il va falloir qu'on parle d'une entreprise qui s'appelle Sanofi, qui a été étudiée notamment par les journalistes de Fakir. Le patron de Sanofi, il s'appelle Serge Weinberg, et c'est lui qui a permis à Macron d'entrer chez les Rothschild à ses tout débuts. C'est là où Macron d'ailleurs est devenu millionnaire en gérant l'acquisition d'une branche de Pfizer à Nestlé. Une fois ministre, il perpétue le CICE, une énorme arnaque qui a coûté plus de 100 milliards aux Français sans résultat visible. Un CICE qui profita à qui? À Sanofi, à hauteur de 125 millions d'euros en 2015. Et ça continue encore aujourd'hui évidemment. Macron profita alors de son réseau à la banque mais aussi de son ministère de l'économie pour lancer sa campagne avec le soutien des milliardaires qui ont les médias mais aussi du patron de Sanofi. Dans la campagne présidentielle, il défend l'intérêt de Big Pharma et embauche un conseiller santé qui devra démissionner quelques temps après vu qu'il y a eu des révélations sur d'énormes conflits d'intérêts qu'il avait avec Servier, un autre groupe pharmaceutique français. Et comme on l'a déjà dit, cette campagne a été largement financée à ses débuts par les réseaux de la banque Rothschild, mais aussi par des cabinets de conseil comme McKinsey, dont Macron a délégué aujourd'hui la gestion du Covid. D'ailleurs, récemment, McKinsey a évité d'être condamné en échange de plus d'1,5 milliard d'euros après avoir participé à la mise en circulation et au marketing d'opiacés qui ont tué, selon les estimations, plusieurs centaines de milliers de personnes aux États-Unis. Lors de son intronisation en tant que monarque républicain, Macron fenda la foule en direction du patron de Sanofi pour lui serrer la main. Par la suite, il lui renda régulièrement visite, lui donna la Légion d'honneur et ses ministres assuma sans honte qu'il ne faut pas critiquer les entreprises qui marchent comme Sanofi. Sans oublier aussi que derrière Sanofi, il y a une affaire scandaleuse qui s'appelle l'affaire Dépakine. En gros, la Dépakine, c'est un médicament contre l'épilepsie, mis en circulation dans les années 60. Sauf qu'il y a eu de nombreuses conséquences chez les embryons et notamment la formation d'autisme. Et Sanofi le savait déjà avant la mise en circulation sur des tests qu'ils avaient faits sur des souris, mais aussi dans les années 80 après de nombreuses études qui montraient la toxicité du médicament. Mais Sanofi étouffa l'affaire jusqu'en 2006 où ils ont enfin prévenu qu'il y avait un risque pour les femmes enceintes et ils ont attendu 2013 pour préciser les conséquences réelles. Sanofi a consciemment provoqué des dizaines de milliers de cas d'autisme et de malformation pour assurer sa part de marché et de profit. L'entreprise refusa de financer des caisses pour les victimes. Elle a tenté par tous les moyens de ne jamais verser le moindre euro aux victimes et il a fallu attendre 2020 pour que les premières mises en examen soient prononcées. C'est ce qu'on appelle couramment des psychopathes. Mais au moins ils participent à la recherche française et ils créent des emplois quoi.
Non? Eh ben non, Sanofi détruit des emplois, notamment dans la recherche, privilégiant le rachat de petites entreprises, histoire de profiter de leur situation de quasi-monopole pour ne pas prendre de risques. Le nombre de chercheurs est en chute libre, comme le nombre de projets en développement. Encore aujourd'hui, il y a de la coupe dans les effectifs, avec par exemple la suppression de 400 postes de chercheurs annoncés au début d'année en pleine pandémie, le tout faisant partie d'un plan de 1500 suppressions d'emplois en 3 ans pour économiser 9 milliards d'euros. Et cette politique, le pire, c'est que ça paye. Cette année, le laboratoire a augmenté ses bénéfices de 340%, passant de 3 milliards à 12 milliards d'euros de bénéfices, alors même que l'État a accordé une subvention de 500 millions d'euros dans la même année pour des vaccins inexistants, et ça après un chantage immonde de Sanofi qui a annoncé vouloir vendre ses futurs vaccins en priorité aux États-Unis. Donc en gros, Sanofi se fout ouvertement de notre gueule, mais puissance 1000, et Macron se laisse marcher dessus. Et c'est marrant quand même qu'il fasse le roi autoritaire pour le peuple et qu'il soit dans cette position-là face aux grandes multinationales, quoi. C'est comme s'il essayait de compenser un peu, tu vois. Une situation qui explique les différentes grèves de salariés que les médias de milliardaires ne relaient jamais. Bref, Big Pharma rapporte. Le taux de profit de Sanofi est de 40%, là où l'automobile, par exemple, tourne autour de 6%, ce qui permet une augmentation constante et permanente des dividendes depuis 27 ans, se retrouvant aujourd'hui à plus de 4 milliards d'euros, soit 40% des bénéfices qui sont reversés aux actionnaires. Alors forcément, quand tu as ces tarés qui disent qu'il va falloir une 3e dose pour tout le monde, faut comprendre que certains ont tendance à pas trop les écouter. Voilà donc pourquoi il n'y a pas de vaccin français. Parce que nos dirigeants ont laissé des psychopathes tarés et mythomanes détruire nos moyens de production pharmacologique pour se faire des milliards de bénéfices, pour verser des milliards de dividendes aux plus riches, tout en se gavant de subventions publiques. Et évidemment, Sanofi, c'est pas un cas à part, c'est tout le système en général qui merde. Aujourd'hui, ce sont les labos qui orientent la recherche, qui décident sur quoi il faut bosser, de comment il faut le faire, et ça dans une logique permanente de profit. Les labos sortent du coup aujourd'hui des médicaments qui sont aux 3/4 inutiles, voire dangereux, simplement parce que dans un système capitaliste, le marketing et la corruption suffisent pour rendre un effet placebo rentable. Un système qui gagne en force grâce à la maladie et au traitement à long terme, et non à la bonne santé. Un système qui ne finance pas les études qui pourront mettre un terme à des questions, par exemple comme l'aluminium dans les vaccins. Un système qui profite largement de l'éducation nationale qui lui fournit des chercheurs et de la sécurité sociale qui rembourse ses médicaments hors de prix. Un système qui monopolise et détruit des moyens de production, détruisant de la sorte la souveraineté de notre pays. Ceux qui ont le pouvoir, c'est ceux qui ont les moyens de production, et ceux qui ont ces moyens de production dans le domaine pharmacologique, c'est le lobby, c'est Big Pharma, et eux, ils ont absolument aucune considération du bien commun. Forcément, ça pose des problèmes à un moment. Du coup, on est dépendant des seules merdes que nous envoient les États-Unis, parce qu'il ne faut pas toucher aux vaccins russes, chinois ou même cubains qui viennent d'être autorisés sur l'île, parce que le respect de l'impérialisme états-unien passe avant tout. Sauf que parmi ces vaccins interdits, là, tu en as qui ne sont pas de l'ARN. Par exemple, tu en as un chinois qui est traditionnel, et à Cuba, c'est une entreprise d'État qui gère ça, et qui ne verse pas de dividendes à des psychopathes. Et ça, c'est deux alternatives qui pourraient pousser certains à se vacciner. D'ailleurs, si tu es en face de quelqu'un qui est à fond sur les vaccins Pfizer, tu peux dire quelque chose du style « moi je veux bien me faire vacciner mais avec Sputnik, le vaccin russe ». Et tu vas voir que le pro-vax va devenir très rapidement anti-vax, quoi. Bien une preuve aussi que c'est un problème de confiance qu'on donne ou pas à certains pays, à certaines autorités. Mais le fait d'avoir accès à plusieurs vaccins différents, c'est une solution à court terme. Si tu vas avoir une solution à moyen et à long terme, il y en a une qui est facilement accessible, celle de nationaliser Sanofi. La nationaliser, ou comme dirait Lordon pour éviter de rentrer dans les débats de la gouvernance, de déprivatiser au moins Sanofi, pour nous permettre de passer d'un monopole privé qui se gave d'argent, qui ment et qui fait des scandales sanitaires dégueulasses, des gros tarés, quoi, qu'on passe d'un monopole privé qui ressemble à ça, à un monopole public auquel on pourra donner des directions. Si c'est public, on peut donc choisir de recruter les chercheurs qui ont été virés par Sanofi, peut-être d'en recruter d'autres avec des universités sans qu'il y ait de lien avec Big Pharma, avec des entreprises privées, c'est-à-dire des chercheurs qui sont réellement indépendants. On va pouvoir aussi réorienter la recherche sur des choses qui sont utiles et pas des choses qui sont profitables, avec notamment la popularisation de médicaments qui sont faciles à fabriquer, qui sont peu chers et qui ont peu d'effets secondaires, qui permettent de soigner rapidement. On peut décider aussi que l'ensemble de la recherche aboutisse à des brevets qui sont libres et que tous les pays vont pouvoir se réapproprier. On peut imaginer des équipes dont l'objectif serait de faire en sorte que d'autres pays pauvres aient des moyens de production pour qu'ils soient autonomes dans la production de médicaments et qui ne dépendent pas de la charité de tel ou tel pays. Et notamment parce que ce genre d'épidémie va sans doute se répéter de plus en plus à l'avenir et qu'il va falloir à un moment ou à un autre
décentraliser la production des vaccins pour faire en sorte que chaque pays puisse être autonome là-dessus et pas dépendre des États-Unis, de la Russie ou de la Chine. Un peu comme a fait Cuba, tu vois, eux ils ont produit leurs propres vaccins, ils sont donc souverains là-dedans, ils n'ont pas besoin de dépendre de n'importe qui. Et pourtant c'est une île du tiers-monde avec 11 millions d'habitants et ils arrivent à produire des vaccins. Et d'ailleurs en parlant de Cuba, on peut très bien aussi penser à des traités internationaux pour faire en sorte que la recherche, le développement et la production soient coordonnés à travers différents pays, tu vois. Et faire en sorte ainsi de totalement court-circuiter le marché des médicaments en produisant en masse et en distribuant en masse des médicaments peu chers. Et comme ça, on va pas seulement concurrencer Big Pharma, on va détruire Big Pharma. On va pouvoir aussi décider par exemple de rendre totalement transparent les méthodes de décision, de fabrication et de production. On va pouvoir aussi penser à un système de gouvernance en incluant par exemple des citoyens tirés au sort qui seront chargés de contrôler l'évolution par exemple d'une vaccination, avec des données qui sont transparentes et consultables par tout le monde, pour être sûr qu'il n'y a pas d'abus là-dessus et qu'on sache de quoi on parle. On va pouvoir financer plein d'études qui ne sont pas faites aujourd'hui parce qu'il n'y a aucun intérêt à le faire, notamment sur la dangerosité de certains éléments dans certains vaccins ou certains médicaments. Et comme ça, on va pouvoir rendre ces lettres de noblesse aux vaccins, de pas juste en faire une marchandise qui fait en sorte que certaines entreprises se font des milliards, mais en faire véritablement un bien commun dont chacun pourra profiter et dont chacun pourra avoir confiance. Non pas parce qu'on impose la confiance, parce que ça marche pas, mais parce qu'on a factuellement l'ensemble des actes de confiance qui permettent de faire ça sereinement. Et là, tout d'un coup, on passera d'un débat entre est-ce qu'il faut faire confiance à Pfizer ou est-ce qu'il ne faut pas se vacciner, en un débat beaucoup plus serein qui est est-ce qu'on se vaccine dans les conditions de confiance ou est-ce qu'on ne se vaccine pas dans ces conditions. Et à ce moment-là, putain, ça va changer tout quand même. Ce sera beaucoup plus serein, ce sera beaucoup plus sympa. Enfin, on pourra dire oui, je suis pro-vaccin dans ces conditions-là. Et pas juste je suis pro-vaccin pour la morale, le principe, le truc là, sans vraiment analyser le truc. Ça, ce serait un acte politique fort. Ça, ce serait gouverné de manière équitable, juste, populaire. Ça, ce serait une preuve que le gouvernement n'est pas là juste pour servir les intérêts des financiers, mais bien pour servir l'intérêt du peuple. Mais évidemment, Macron le fera pas parce qu'il préfère imposer toutes les contraintes les plus ignobles au peuple plutôt que de toucher au profit de ceux qui l'ont fait vraiment élire. Et cette nuance-là qui est de on ne condamne pas les vaccins, mais on condamne les méthodes de fabrication de ce vaccin en particulier, Macron, ça, il ne le comprend pas. La Macronie en général ne le comprend pas. C'est pour ça que Castaner, il arrive à balancer un truc sur BFM où il dit les antivax sont sous influence de la Russie. Comme si on avait besoin, enfin déjà comme si les manifestations c'était l'antivax alors que c'est contre le pass sanitaire, ce qui est une énorme subtilité, mais comme si surtout on avait besoin des Russes et de Poutine pour savoir pourquoi est-ce que ce gouvernement-là fait de la merde. Non, on a juste à regarder la réalité et ça suffit. Alors est-ce qu'il faut se vacciner ou pas ? C'est pas à moi de répondre. Tu fais ce que tu veux, vraiment. Tu as plein de raisons de te faire vacciner, tu as plein de raisons de ne pas te faire vacciner. Est-ce que les raisons, elles sont bonnes ou pas ? Ça, c'est à toi de le voir. Vraiment, moi, j'impose rien du tout. Fais comme tu veux. Le seul truc que je dis, c'est que le débat médiatique aujourd'hui se résume à la question morale de savoir, et très personnelle, de savoir est-ce que oui ou non, il faut se faire vacciner. Et moi, ce que je dis, c'est que derrière tout ça, il y a un problème politique et qu'une des solutions, c'est celle de déprivatiser Sanofi, de se réapproprier ça pour qu'on ait une production pharmacologique et vaccinale qui soit cool et confiante, réellement, tu vois. Mais ça, on va jamais le voir à la télé. Jamais BFM ne va titrer là-dessus. D'où le besoin impératif de tous sortir dans la rue pour gagner des victoires à court terme, oui, mais surtout pour se réapproprier les débats de la bonne façon, s'accorder le droit à la subtilité, à la radicalité et de sortir du clivage bête et méchant entre vaccinés et non vaccinés. La rue, c'est pas qu'un lieu de lutte, c'est surtout une zone d'éducation populaire incontrôlable. C'est pour ça qu'on doit sortir dans la rue pour parler, s'enrichir et s'engueuler. On est dans cette situation précisément parce qu'on a laissé faire. Donc la solution, c'est pas d'encore une fois laisser faire et de laisser toutes les dérives s'installer. La solution aujourd'hui, c'est d'agir, c'est d'aller dans la rue. Et ça, normalement, en France, on est plutôt doué là-dedans. En tout cas, je sais pas toi, mais moi, je compte bien quitter les réseaux et Internet pour aller rencontrer les vrais gens, débattre et s'engueuler sur plein de sujets, parce que c'est dans la rue qu'on va réussir à faire de l'éducation populaire, et pas en s'engueulant sur les réseaux. Il y a les manifestations qui arrivent du coup demain, mais il y en a plein qui vont suivre, il y a des actions qui se font partout, il y a un vrai mouvement social qui est en train de naître là-dedans. La question, c'est pas de savoir ce que oui ou non c'est une bonne chose qu'il y ait du mouvement. Et si tu as des opinions, quelles qu'elles soient, sur les vaccins, sur la déprivatisation, sur machin, tu as intérêt à aller dans ces manifestations-là pour essayer d'échanger des idées. Et pour aussi réceptionner des idées et te faire évoluer, te faire changer.
Il faut absolument qu'on quitte Internet et les réseaux. Il faut absolument qu'on aille sur les ronds-points, qu'on fasse un Gilet jaune 2 en un peu mieux, avec des gens différents, et peut-être qu'on va réussir à aller au bout. Et même si on n'arrive pas au bout, en tout cas, on aura réussi à discuter indépendamment de BFM TV, et ça, ce sera une vraie victoire. En tout cas, sur ce, on se rejoint en manif pour ceux qui habitent à Guingamp, Saint-Brieuc, Lannion, tout ça. Et pour les autres, je vous dis à la prochaine. Des bisous. Et comme d'habitude aussi, je vous préviens, on est en train de faire un financement participatif en ce moment avec le Canard pour pouvoir se financer pendant 1 an, recruter des personnes, faire de plus en plus de vidéos avec de la bonne qualité d'écriture et compagnie. Donc si ça t'intéresse de financer ce genre de médias avant les présidentielles, il y a le lien vers Hello Asso qui te permet de financer tout ça. Sinon tu peux envoyer un chèque, tu peux faire des virements, un truc sur PayPal, tu peux aller via Tipeee, il y a plein de solutions, tout est en description. Sur ce, 10 bisous et à la prochaine.